De retour dans les matins avec Bruno et on est avec Carmen Rousseau ce matin, historienne pour la chronique historique. Bon matin, Carmen. Bonjour, Bruno. Alors, ce matin, Carmen, tu vas encore nous faire plonger dans l'histoire de notre région. Puis en plus, c'est quand même assez à propos parce que on va parler de la radio. On se gâte. La radio. Oui, on se gâte. C'est pas très, très connu, hein, les débuts de la radio là, du public en général. Là, ben, ça date, on dirait que ça date d'une autre époque, premièrement. Ouais. Puis on est tellement habitué avec ça. Il y a des dizaines de milliers de postes radio. Puis aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, là, avec les chaînes podcast, les YouTube et tout ça, c'est un peu dur de croire qu'il n'y en avait pas au début. ça. Puis ça commence quand même. On ne fera pas les débuts, là, mais c'est le début du 20e siècle. Mais la radio, ça a d'abord été quasiment comme un média militaire, quasiment. Là. C'était spécial. Le temps que ça devienne véritablement un média à caractère public, il faut attendre le milieu des années 1920, avec, par exemple, les premières stations qui sont faites aux États-Unis, au Canada. Et à ce niveau-là, à Montréal, c'est une des premières stations. J'oserais pas dire la première, mais c'est à Montréal qu'il y a eu une des premières stations radio dans le monde. Ah oui. Fait que, à ce niveau-là, on n'était pas en retard. Mais dans la région, c'est une autre histoire, bien, parce que la région est jeune. Donc, c'est sûr qu'en 1920, il ne pouvait pas avoir de radio ici. C'était à peine s'il y avait du monde. Et puis c'était toujours des intérêts privés aussi. C'est là. Il tout. y avait pas Exactement. Ça va rester comme ça. Le là. côté étatique là, de radio d'État. Ouais. Mais la radio d'État, Radio-Canada, c'est le milieu des années 1930. OK. On est dans le temps de la crise, mais là, il y a comme un souci du gouvernement de quand même s'impliquer. Ouais, s'impliquer, puis Radio-Canada, c'est quand même plus vieux que ce qu'on pense. Sauf que les stations, en général, étaient des stations privées. Mais elles pouvaient bien sûr se relier à Radio-Canada, mais c'était la grande majorité des stations privées. Alors, si on revient chez nous, là, pour continuer notre propos d'aujourd'hui, quand il y a eu la première station radio à Amos, en fait, c'était la 3e de la région. Il y avait déjà Rouen et Val-d'Or qui, à la fin des années 30, avaient leur propre station qui portait les noms de CKVD et de CKRN. Bon, la façon dont on détermine les noms des stations, les lettres, je ne sais pas sur quel principe, mais c'est une attribution internationale. Ah oui. On ne choisit pas véritablement les premières lettres des stations. Nous autres, CHAD, je pense que beaucoup de gens, donc dans la région, c'est toutes des Ici, C. c'était CHAD. AD, et probablement que le AD, tout le monde dit que c'était Aldé des Marais. Mais le C, on n'a pas besoin de le choisir parce que de toute façon, c'était la lettre pour identifier les stations qui étaient au Canada. Donc, il y avait déjà les stations de Val-d'Or et de Rouen. Ces deux stations-là appartenaient à des intérêts privés qui n'étaient pas les mêmes. Alors, bien sûr, Amos voulait avoir aussi sa station radio. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'à l'époque, on est en période de Seconde Guerre mondiale. Donc, tout est difficile. Le matériel est limité. Bon, finalement, on va finir quand même en 1942 par avoir une station. Et cette station-là est créée, est achetée par un gars de l'Ontario qui s'appelle Roy Thompson. Roy Thompson, c'est un gars qui a commencé dans la radio aussi en Ontario. À un moment donné, il a acheté un journal de Timmins et graduellement, il monte son empire médiatique parce que l'empire médiatique Thompson est devenu, au fil des années, un empire médiatique. Ah ouais, hein? Ah oui, ça, c'est... Si vous regardez, là, consultez des articles sur Google, vous allez voir, c'était vraiment un empire. Et ce bonhomme-là, bon, il a fini sa vie, je pense qu'il était en Grande-Bretagne, il avait été Lord ou je ne sais pas quoi. Et c'était vraiment, il y avait des centaines de journaux, il y avait des radios de télévision, vraiment dans le... Donc, on a été fondé par un gars qui a marqué l'histoire des médias au Canada et dans le monde. Alors, la station donc s'appelle CHAD. Elle appartient à ce monsieur Roy Thompson. Elle a un pouvoir d'émission de 250 watts. OK. Bon, moi, j'anime la radio, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais encore moins moi. Hein? Mais il me semble que 250 watts, ça ne doit pas être puissant. J'essaie d'imaginer une ampoule. Je sais pas ce que ça représente véritablement. Ouais. Puis en réalité, on dit qu'il
ils ne pouvaient même pas émettre à 250 watts. Ça émettait à 100 watts. Donc, ça faisait à peu près le tour de la ville. La station va ouvrir officiellement le 1er décembre 1942. Donc, sur une fréquence, dans ce temps-là, c'est fréquence 1340, on réglait le poste de radio. C'était du AM. Oui, effectivement, c'est du AM, d'une chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et la station va émettre à partir du sous-sol, à partir du Théâtre Royal, dont on a déjà parlé. Ben oui, alors, c'est là. Et la tour de transmission est en dehors de la ville. Elle est sur la rive ouest, sur la terre d'un agriculteur, un monsieur Trudel, Bruno Trudel. Plus tard, on va la déplacer, là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Puis, comme je vous dis, la technique, là, demandez-moi-en pas trop. Donc, on inaugure officiellement. La station ouvre le 1er décembre. Mais la station est inaugurée officiellement le 13 décembre 1942. Alors là, on invite des artistes locaux qui vont chanter. Et l'un des premiers gérants, pas dire le premier gérant de CHAD, c'est un monsieur qui s'appelle Joseph Duguay, qui était journaliste et puis qui a aussi écrit des choses. Il était connu, pas rien qu'à moi, il était connu dans la région. Et donc, les gens se plaignaient. La puissance émettrice n'était pas très, très importante. Donc, ce qui fait que finalement, Roy Thompson a décidé de vendre en 1944. Donc, il n'a pas été là propriétaire très, très longtemps. Il a vendu à un groupe qui va aussi acheter la radio de Val-d'Or et la radio de Rouen. Et ça, c'était en 1944. Ils achètent tout ça pour 75 000 fortune, c'est dans le temps, c'est de l'argent. Et parmi les acheteurs se trouvait notre ami Hector Autier. Bon. Et finalement, en 1947, quand même, ça faisait 5 ans, CHAD va enfin être capable d'émettre à 250 watts de puissance. Et puis, on va aussi, cette année-là, inaugurer un nouveau studio. Donc, on était au Théâtre Royal, et là, ils inaugurent un nouveau studio. Là, on n'est pas sûr, malgré nos recherches, de l'endroit où se trouvait ce studio. Il semblerait que dans les années 50-60, il était en haut de l'édifice Périgny. Est-ce qu'il était là depuis 1947? On ne le sait pas. Là, il y a comme un vague. Si jamais il y a des auditeurs qui ont dans leur mémoire des choses là-dessus, on serait heureux de le savoir. Ben oui. Il y avait un annonceur sportif. Il y avait Armand Audette qui commentait les parties de hockey. Alors là, il se rendait à patinoire, puis vous imaginez un peu ce que ça pouvait être. Oui. Et pour terminer un peu sur tout ça, en 1948, les 3 stations régionales qui existaient vont être achetées par Radio Nord. Alors, Monsieur Gour. Monsieur Gour. Jean-Joffre. Il y avait David Armand. Ou David Armand. Jean-Joffre Gour. Et il y avait un autre monsieur là, qu'on connaît, nous autres, moins dans la région, Roger Charbonneau. Et paraît-il, d'autres petits actionnaires. Puis, à ce moment-là, on va aussi pouvoir on va avoir une meilleure réception. Mais dans les années 40, il y avait beaucoup d'émissions en anglais. Le temps qu'ils se branchent sur le réseau français de Radio-Canada, il y avait beaucoup d'émissions. Et même à la télévision, dans mon souvenir lointain, il y avait des émissions en anglais. Pas beaucoup, mais même à la radio de Radio-Nord, il y avait des émissions. Quand tu nous dis ça, ça explique tout l'aspect nationaliste des années 50 et 60, parce qu'on était finalement envahis par la langue anglaise. Là. Oui, puis les difficultés aussi de diffusion, puis des propriétaires de radio, je pense aussi, qui étaient francophones, qui avaient probablement beaucoup moins de moyens qu'en avaient les anglophones. Pour terminer un peu cette chronique-là, il y en a qui se rappelleront que quand on arrivait sur la route de Val-d'Or, dans les années, encore il n'y a pas très longtemps, à partir des années 50, il y avait une petite cabane blanche. Et c'était là qu'on se faisait la transmission. C'était l'émetteur, c'était pas le studio. Mais il y en a plusieurs qui s'en rappellent. Pas le studio, j'espère. Il y en a plusieurs qui s'en rappellent. Puis aussi une petite... pendant longtemps, il fallait acheter une licence pour avoir la radio chez soi. Oh. Il fallait payer une licence. Alors, ça a été d'abord 2 $ par année, puis après ça, 2,50 $. Je ne me rappelle pas quand est-ce que... c'est l'ancêtre du CRTC, ça. Oui, mais là, c'était le client. C'était les gens qui avaient chez eux une radio devaient payer, je ne sais pas de quel ministère ça dépendait, parce que la radio a déjà, curieusement, dépendu du ministère des Transports. Ah.
Donc, Ah ouais. je ne sais pas si c'était lui qui payait ça, là, mais il devait payer une licence pour avoir la radio chez eux. Donc, tu as 2 par année. Après ça l'a augmenté à 2,50 $. Petit problème, c'était de percevoir Ben oui. cette fameuse taxe. Donc, je ne suis pas sûre que ça... Savoir c'est qui a une radio. Je ne suis pas sûre que ça... Puis, trouver le personnel pour faire toutes les maisons pour vérifier s'il y avait une radio. Imagine, moi j'imagine facilement là, que dans la rue, quand il savait que s'il y avait un monsieur qui passait, là, puis il cachait la radio, tu sais, puis il disait qu'il n'avait pas. En tout cas, je ne suis pas certaine que ça a très bien fonctionné, mais ça fait partie un petit peu de la très petite histoire de la Hey, radio. mais c'était quand même c'est un mouvement incroyable, là, la radio, parce que ça permettait de connecter tout le monde sur une même information, en plus du journal et en direct aussi. Oui. Puis, dans ce temps-là, c'est ça. Quand tu avais des nouvelles à faire passer ou que tu avais de la publicité à faire, tu avais deux solutions. C'était le journal ou c'était la radio. Puis les gens, ils écoutaient la radio, là, tu sais, du matin jusqu'au soir. Là. Il y avait des cafés là, complets là, dédiés à la radio. Exactement. Donc, la radio, c'était vraiment, effectivement, comme tu dis, le média qui rassemblait beaucoup de gens. Tout le monde avait entendu ça. Puis nous autres, ici, il y avait, en tout cas, surtout dans les débuts, un gros roulement de personnel. Bien, comme les stations appartenaient aux mêmes propriétaires, bien, ils déplaçaient souvent les annonceurs. Donc, il y a des gens qui ont travaillé dans des radios de notre région qui ont fait la SAR, parce que la SAR, ça va être dans les années 50, comme Ville-Marie d'ailleurs. Puis ils vont faire Rouen, puis ils se promenaient. Puis à un moment donné, quand ils prenaient beaucoup d'expérience, que faisaient-ils? Ils s'en allaient se faire engager ailleurs. Ben, sais-tu quoi? Ça marche encore comme ça. Dans les radios commerciales, du moins. Mais vous pouvez compter sur moi. Moi, je vais rester ici. Merci beaucoup, Carmen. Ben, bonne fin de journée. Au revoir.